8 mai 1916. Dans les entrailles du fort de Douaumont, un incendie fait rage suite à une explosion d'un dépôt de munitions. Les blessés se comptent par plusieurs centaines. Et pourtant, dans ce chaos, un homme, un héros de guerre, Benno Hallauer, médecin-major du fort, met tout en œuvre pour sauver le maximum de blessés et très souvent au péril de sa vie. Survivant de la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de ses camarades, il rentre au pays dans le but de mener une existence des plus banales. Reconnu dans sa profession, décoré de guerre, héros de guerre, il sera malheureusement oublié par sa nation des années plus tard. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment un héros de guerre, médaillé, qui fait même la fierté de sa nation dans le civil, a pu disparaître des livres d'histoire. Berlin, année 1920. La capitale allemande est alors l'un des plus grands centres scientifiques du monde. Les médecins révolutionnent la chirurgie, les physiciens comme Albert Einstein bouleversent notre compréhension de l'univers, la recherche allemande semble alors promise à un avenir sans limite. Mais en quelques années seulement, tout va basculer. Car derrière les statistiques des persécutions nazies, se cachent aussi des milliers de destins individuels, des vies détruites, des découvertes oubliées et des carrières anéanties. Voici l'histoire du docteur Benno Hallauer. Un médecin brillant, un innovateur en obstétrique, un homme qui rêvait de vaincre le cancer et dont le nom a presque disparu de l'histoire. Au début du XXe siècle, accoucher reste une épreuve douloureuse. Les moyens de soulager les femmes sont souvent limités et assez dangereux. C'est dans ce contexte qu'un jeune gynécologue berlinois développe une méthode étonnante. Son nom, Benno Hallauer. Dès 1908, il publie des travaux sur une technique qu'il appelle la narco-hypnose. L'idée est audacieuse. Associer une légère anesthésie à l'hypnose afin de réduire considérablement la douleur de l'accouchement. Hallauer explique que l'état hypnotique est induit sous l'effet d'une anesthésie minimale, permettant alors d'obtenir rapidement un sommeil hypnotique sans préparation longue. Selon ses observations, les femmes accouchent avec beaucoup moins de douleur, tout en conservant le déroulement naturel de la naissance. Et ce n'est pas une simple expérimentation. Hallauer affirme avoir appliqué cette méthode sur plus de 2000 patientes au cours de 15 années de pratique. Bien avant l'engouement moderne pour l'hypnose médicale, il explorait déjà cette voie. Pourtant, aujourd'hui, son nom est quasiment absent des ouvrages consacrés à l'histoire de l'hypnose obstétricale, comme si ses travaux n'avaient jamais existé. En 1910, Hallauer devient spécialiste en gynécologie et en obstétrique. 2 ans plus tard, il est nommé médecin-chef à l'hôpital juif de Berlin. Puis en 1913, il prend la direction d'une clinique privée située sur le Schiefbauer Damm. Sa carrière semble lancée. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il sert comme médecin militaire au front. Il est confronté à l'horreur des combats, aux blessures et aux mutilations, mais pas que. Il sera confronté à une immense catastrophe qui se déroulera le 8 mai 1916 dans les entrailles du fort de Douaumont. Nous sommes alors le 8 mai 1916. On rappelle que les Allemands avaient pris le fort de Douaumont le 25 février de la même année, sans réellement combattre et totalement par surprise, dans les premiers jours de la bataille de Verdun. Maîtres de cette fortification, ils vont installer de multiples dépôts de munitions, des postes de commandement. Les Allemands se servent aussi du fort de Douaumont, plutôt de sa position culminante, à des fins d'observation et de communication, mais aussi à des fins de transit entre les arrière-lignes allemandes et le front, les combats. Donc en effet, les positions allemandes se trouvent plus au nord de ce dernier, tandis que les combats plus au sud. Cela veut dire que des centaines de soldats, même des milliers de soldats, donc des compagnies complètes, des bataillons complets, entrent au fort de Douaumont pour être protégés des bombardements, récupèrent leur matériel, traversent tout le couloir principal de casernement et vont vers les combats. Mais on rappelle que durant la bataille de Verdun, armée française et armée allemande endossent un lourd tribut, bien évidemment, en termes de blessés, en termes de morts ou de portés disparus. Et ça affaiblit énormément le moral des soldats. On verra que ce 8 mai 1916, les responsables de l'explosion que j'ai partiellement évoquée dans l'introduction, ce ne sont pas réellement les munitions, donc du dépôt de munitions, mais réellement la folie qu'avaient gagné les hommes. Et si je vous parle de cette catastrophe, ce n'est pas pour rien, car Benno Hallauer l'aura vu et aura témoigné à son sujet. Nous sommes alors le 8 mai 1916, il est à peu près 4 heures du matin, et le fort de Douaumont n'est pas forcément en bon état. Il est déjà bombardé par les troupes françaises depuis de très longs mois, les Français qui veulent le reprendre, mais qui s'accordent que pour reprendre ce fort de Douaumont, il faut le raser. Et donc les tirs d'artillerie sont infernaux et extrêmement longs. Donc le fort est partiellement affaibli. Le fort est endommagé, mais également les soldats.
d'un point de vue psychologique. Les soldats vivent dans le bruit, dans les excréments, dans l'urine car ils sont en surpeuplement. Le chiffre est maintenant discuté, mais pendant longtemps on a retenu que 3000 soldats étaient restés en permanence au fort de Douaumont, 3000 soldats allemands, là où le fort de Douaumont est conçu pour 500 soldats. Les toilettes sont donc saturées, l'odeur d'excréments et d'urine est absolument immonde, les contaminations le sont aussi. Nous avons également des murs qui sont très protecteurs mais de véritables cadeaux empoisonnés car échaudés, donc recouverts de chaux, recouverts d'une peinture blanche qui contenait du plomb, donc beaucoup de soldats malheureusement sont infectés soit par l'eau qui est souillée de par les excréments ou l'urine, par les rats qui sont attirés par ces matériaux, par les mouches ou même par la chaux qui peu à peu ronge leur voie respiratoire. Donc les soldats allemands vivent littéralement l'enfer au fort de Douaumont. Et peu à peu, bien qu'ils tentent d'ordonner au mieux les galeries et les casemates, comme on le voit sur cette photo, le fort de Douaumont est saturé de matériaux, de matériel, d'armement en tout genre. Et l'espace des galeries est beaucoup plus exigu. Donc imaginez-vous en cas de mouvement de panique, de suraccident qui peut être engendré. Nous sommes donc le 8 mai 1916, il est environ 4 heures du matin, et Benno Hallauer emprunte les galeries de l'étage inférieur du fort de Douaumont. Alors entre-temps, les Allemands avaient électrifié le fort, et nous avions un petit éclairage électrique. Alors pas aussi puissant qu'aujourd'hui, bien sûr, mais un éclairage électrique qui était à peu près aussi puissant qu'une lampe à pétrole ou une lampe à huile. Il faut imaginer qu'une lampe à huile ou une lampe à pétrole, parfois le verre de cette lanterne va se noircir par la flamme. Là où de l'éclairage électrique, cette luminosité est beaucoup plus constante et est meilleure en quelque sorte. D'autant plus que l'éclairage électrique est constant et permanent. Tant que les fils ne sont pas coupés et qu'il y a du carburant dans le groupe électrogène, nous pouvons avoir de l'éclairage et sur des distances beaucoup plus grandes. Là où une lampe à huile ou une lampe à pétrole, il faut parfois les éteindre pour les réapprovisionner en carburant, réapprovisionner les mèches. Donc c'est beaucoup plus relatif qu'un éclairage électrique. Mais attention, seules sont éclairées électriquement les galeries inférieures et galeries supérieures, non pas les casemates. Les casemates sont éclairées soit par des bougies, soit par des lampes à huile ou lampes à pétrole ou par rien. Nous avons également une zone qui est très importante lorsqu'on parle de l'histoire de Benno Hallauer, c'est sa salle d'opération, qui elle est éclairée par 2 groupes électrogènes de manière continue et permanente. Mais voici une photo après la reprise du fort de Douaumont, on voit cette salle d'opération éclairée. C'est pas réellement un éclairage comme on peut l'imaginer. Malgré son côté rustre, la salle d'opération du fort de Douaumont est largement utilisée et elle a été d'une grande aide car tout au long de la bataille de Verdun, elle a dû sauver des dizaines voire des centaines de soldats allemands dans un premier temps jusqu'au mois d'octobre 1916, puis français jusqu'à la fin de la bataille, voire même après. Alors nous sommes le 8 mai 1916, 4 heures du matin, donc Hallauer rejoint cette salle d'opération en passant par le sous-sol pour faire son métier de chirurgien. Il commence à s'occuper de quelques blessés, sauf qu'à un moment donné, vers les 4h15, il va entendre un mouvement de panique dans le fort. Il comprend pas réellement pourquoi, mais des soldats se mettent à courir dans ce dernier, dans les galeries au sous-sol. Et la course des soldats, on l'entend bien, puisqu'on rappelle que les soldats allemands, même français, ont des brodequins ou des bottes avec des clous sur leurs semelles. Donc cela veut dire que quand on va courir avec des clous sur du béton, on entend très bien. Et donc Hallauer veut comprendre pourquoi des soldats se mettent à courir alors que le fort normalement est sécuritaire et sécurisé et qu'il n'y a pas de raison de courir à l'intérieur. Il sort de sa salle d'opération, arrive au niveau du sous-sol, il remarque que plusieurs soldats courent dans tous les sens, commencent à gripper des grenades et à les lancer vers un escalier qui est un peu plus loin, qui est vraiment à l'extrémité de la galerie. En hurlant une phrase que je vais volontairement édulcorer pour des raisons politiques, et cette phrase c'est « Les tirailleurs arrivent ». Si j'ai édulcoré cette phrase, c'est parce que le véritable mot ce n'est pas tirailleur, mais est en rapport avec une couleur qu'il faut éviter de prononcer sur YouTube, et même de manière générale. Donc Hallauer, lui, remarque des soldats qui lancent des grenades vers l'escalier à l'extrémité de la galerie. Lui n'est pas un combattant, donc il décide, sans réellement réfléchir, d'évacuer ses blessés. Très vite, on entend de multiples explosions, les grenades se mettent à exploser dans la galerie, donc ça résonne énormément, ça vibre énormément, et une grosse explosion a lieu. Ce sont 60 obus de la tourelle de 155 mm Galopin, qui avait été déplacés par les Allemands au sous-sol, sans doute pour les sécuriser, voire même les évacuer, qui viennent d'exploser par les vibrations engendrées par les grenades. Un obus de la tourelle de 155 mm Galopin pesait 40 à 42 kg, là nous en avons 60. La voûte ne s'effondrera pas car elle est beaucoup plus longue. Hallauer, lui, a beaucoup de chance car devant sa salle d'opération, il y a un escalier qui redescend vers un autre, donc il y a une sorte de pyramide devant lui qui lui sauvera la vie et donc il va disperser l'onde de choc un peu plus sur des étages supérieurs.
Maintenant, il n'y a plus de tirs de grenades, il n'y a plus de tirs d'armes à feu, mais Allower entend énormément de blessés crier un petit peu dans tous les sens. Allower, qui est arrivé le 6 mai 1916, a sous ses ordres 4 médecins spécialisés, mais également 10 infirmiers et une casemate dans laquelle se trouve tout son matériel de premier secours. Malheureusement, c'est un scénario de film, la casemate est effondrée ou inaccessible. Nous avons les 4 médecins qui étaient donc sous les ordres de Benno Allower, 3 d'entre eux sont morts, un autre est revenu, il fait un choc nerveux, un anévrisme et il meurt. Les 10 infirmiers ont dû fuir le fort ou alors sont morts de par l'explosion. Cela veut dire que Allower, en ce 8 mai 1916, vers les 4h15 du matin, est tout seul, sans matériel, pour sauver des centaines de blessés. Pour se guider, évidemment, le plus simple, c'est avec les cris. Allower se rend bien compte des blessures extrêmement sérieuses. Nous avons une onde de choc d'une explosion de 60 obus qui a traversé des soldats et qui malheureusement sont en miettes. Eux, on ne peut rien faire pour eux. Quand j'emploie des mots assez forts, c'est pas du tout pour romancer, ce n'est pas du tout une métaphore. C'est réellement le cas. Nous avons des témoignages allemands qui démontreront que les voûtes du fort de Douaumont étaient recouvertes de chair, de sang et d'os. Les soldats ont été pulvérisés par l'onde de choc, ou du moins une grande partie d'entre eux. D'autres soldats sont affreusement mutilés, donc eux, pour les prendre en charge, malheureusement il faudra attendre, il faudra déjà les sortir pour les soigner directement à l'extérieur ou dans la salle d'opération qui commence à être envahie par les fumées, car maintenant un incendie se déclenche suite à l'explosion. Allower sait que les soldats qui ont plus de chances de survivre, ce sont les soldats qui sont intoxiqués par les fumées provoquées par cet incendie. Certains soldats mettent les masques à gaz, mais tout de suite Allower ordonne de les enlever, car les masques à gaz sont colmatés par les suies et donc finalement, les soldats se retrouvent asphyxiés. Il va retirer le masque à gaz de certains soldats, se rendre compte que leur peau est toute blanche, donc ils sont asphyxiés de par les suies qui ont colmaté les filtres à masque à gaz. En effet, les soldats se jettent souvent sur un masque à gaz, mais les masques à gaz, comme j'ai pu le dire assez souvent, servent à protéger des gaz, mais non pas des suies ou des particules fines. Donc Allower fait retirer les masques à gaz et fait respirer les soldats de l'air frais pour qu'ils puissent reprendre conscience et tout simplement survivre. Et c'est là qu'on peut se dire qu'Allower est un héros de guerre. En effet, ce n'est pas un combattant, mais là il met tout en œuvre pour sauver le maximum de blessés. Malgré les fumées, la chaleur de l'incendie, les mouvements de panique, les soldats affreusement mutilés, Allower fait son travail de chirurgien et tente au mieux de sauver plusieurs centaines de blessés. Donc c'est un véritable héros de guerre. Mais être héros de guerre ne veut pas dire être un surhomme, être invincible. Des fumées vont commencer à l'envelopper, il se retrouve intoxiqué, il tombe inconscient, mais des soldats le retrouvent, le sortent à l'extérieur, il reprend conscience, mais il retourne au fort de Douaumont, dans les galeries donc saturées en fumée et en suie pour sauver le maximum de blessés. Et là, selon les écrits, nous avons ce scénario qui va se reproduire plusieurs fois. Quand je disais que c'était un scénario de film, c'est réellement le cas. Certains parlent de 5 fois. À 5 reprises, Allower tombe inconscient. À 5 reprises, il est réveillé à l'extérieur ou directement sur place et il retourne pour sauver les blessés. Mais revenons rapidement à cette catastrophe du 8 mai 1916. Que s'est-il passé ce jour-là? En réalité, aucun tirailleur français n'était présent. Les tirailleurs français, donc notamment les troupes coloniales subsahariennes, étaient extrêmement craints par l'armée allemande. Donc quand on en a vu arriver dans les galeries, on n'a pas réfléchi à 2 fois, on a tiré des grenades pour pouvoir se défendre. Et malheureusement ce jour-là, nous avons eu des Allemands qui ont tiré sur des Allemands. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Eh bien ça, personne ne peut l'affirmer à 100%, car plusieurs théories ont vu le jour. Et même encore aujourd'hui, historiens et passionnés s'acharnent à essayer de trouver quelle est la version la plus probable. Eh bien c'est celle-ci. Nous avons 2 soldats, donc sans doute des pionniers, dotés de lance-flammes, qui se font à manger avec un petit brasero. Un petit brasero à l'alcool. Nous avons une première explosion qui retentit, donc c'est un obus qui tape en pleine façade. Mais l'onde de choc s'engouffre dans la galerie et fait tomber ce brasero sur le dépôt de lance-flammes. Et c'est là que commence à arriver le mystère, car beaucoup pensent que c'est un peu tiré par les cheveux, car nous avons un lance-flamme qui normalement doit être fermé, bien sûr. Comment il peut prendre feu? Et c'est finalement là que toutes les théories vont voir le jour, car personne n'arrive à savoir comment ce premier incendie a été déclenché. Mais c'est là que beaucoup pensent que ce brasero met le feu au dépôt de lance-flammes. Alors comment? On ne sait pas réellement. Est-ce que les lance-flammes avaient un défaut? Est-ce qu'ils étaient ouverts? Est-ce qu'un soldat tentait peut-être de le réparer, de le vidanger ou de le re-remplir? Ça, on ne sait pas réellement. Quoi qu'il en soit, ce brasero met le feu au dépôt de lance-flammes. Des suies sont créées de par la combustion. Des soldats qui dormaient à même le sol sont réveillés en sursaut par l'incendie, sont noircis par ces mêmes suies. Et dans la panique,
descendent au sous-sol, à l'étage inférieur, et sont confondus avec des tirailleurs sénégalais. La phrase retentit, mais nous pensons maintenant que cette phrase a dû avoir plusieurs origines et repose sur une incompréhension en quelque sorte. C'est pas une phrase qui réellement visait des tirailleurs. Moi je pense personnellement que dans la panique, cette phrase a pu être mal comprise en quelque sorte, et a été transformée en les tirailleurs arrivent. Cela va très vite, il faut imaginer qu'un mouvement de panique, ça ne dure que quelques secondes. Des soldats qui sont plus en arrière, qui ont mal entendu ou qui dans la panique comprennent autre chose, lancent des grenades vers l'escalier, dans la panique et dans l'explosion. Les munitions donc du dépôt de munitions de la tourelle Galopin de 155 mm déposées à l'étage inférieur explosent et la grande catastrophe eut lieu. Quoi qu'il en soit, à mon sens, d'après tous les écrits qu'on a pu rassembler, d'après toutes les études historiques qu'on a pu exercer, on se rend bien compte que ce jour-là, il n'y a eu aucun tirailleur et que c'était bel et bien des tirs fratricides d'Allemands vers d'autres Allemands qui, dans la panique, n'ont pas réussi à se reconnaître. Donc, de par les études historiques, de par les écrits, certains pensent que entre 800 jusqu'à 900, voire 1000 soldats ont été tués, soit par les fumées, soit par l'explosion, soit par des effondrements divers. Donc c'est une véritable catastrophe qui est finalement la plus grande catastrophe indirecte de toute la bataille de Verdun. Donc c'est une véritable tragédie à laquelle Hallauer a pris part mais a survécu. Ce qui lui permettra, à la fin de la journée du 8 mai 1916, d'être aidé par le lieutenant Kruger d'une compagnie sanitaire du 8e grenadier pour prélever tous ces soldats morts dans les galeries, sur des brancards ou sur des toiles de tente et les déposer un peu plus loin, par forme de respect bien sûr, et aussi pour des raisons d'hygiène. Donc les soldats morts ce 8 mai 1916 sont rassemblés dans 2 abris en surface sur le toit du fort de Douaumont et seront ensuite murés par les soldats marocains quand ils reprendront le fort le 24 octobre 1916. De nos jours, au fort de Douaumont, une petite chapelle et quelques ornements rappellent cet incident du 8 mai 1916 et rappellent la présence de 679 soldats allemands entassés à 20 mètres environ derrière le mur que vous pouvez voir si vous allez visiter le fort de Douaumont. Alors attention, le chiffre de 679 est très controversé car on ne sait pas réellement d'où il vient. Mais c'est le chiffre qui est retenu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouveau chiffre trouvé par un autre historien ou par une autre étude historique. Quoi qu'il en soit, Benno Hallauer aura écrit un rapport en 1916 établissant les causes possibles de cette catastrophe, les conséquences de cette dernière, ce qui permettra à un historien allemand d'effectuer des recherches pour identifier environ la moitié des soldats qui se trouvent derrière ce mur dans les années 1990. Car en effet, le rapport du médecin-major Benno Hallauer aura été retrouvé en 1991 à Potsdam, aux archives militaires, dans le cadre d'études sur la butte de Vauquois, donc qui n'ont rien à voir avec Douaumont. Mais par chance, ce rapport sera retrouvé, la catastrophe sera mise au jour, et donc nous pourrons ensuite commémorer l'histoire de ces combattants morts durant la catastrophe du 8 mai 1916. Mais c'est maintenant que l'histoire prend une autre tournure, et c'est là que vous allez découvrir pourquoi nous avons dû attendre 1991 pour retrouver un rapport qui avait été écrit en 1916. Mais même après cette catastrophe du 8 mai 1916, Hallauer servira toujours en tant que médecin dans l'armée allemande. Il sera également confronté aux blessures très sérieuses, notamment provoquées par les éclats d'obus, les éclats de grenades ou les tirs d'armes légères. Durant son expérience combattante, Hallauer fait face aux atrocités des attaques chimiques. Pour son service, il reçoit la Croix de fer de première classe. Et après la guerre, il retournera à Berlin. Sa clinique prospère rapidement. Le nombre de lits augmente, la réputation de son établissement dépasse les frontières de la capitale. Mais Hallauer ne se contente pas d'être praticien. Il poursuit ses recherches, il travaille sur la transplantation ovarienne. Il étudie de nouvelles approches dans le traitement du cancer et bientôt il nourrit une ambition encore plus grande, créer un institut de recherche consacré à la lutte contre cette maladie. En 1930, Hallauer contacte une personnalité exceptionnelle, Albert Einstein. Le célèbre physicien reçoit une lettre dans laquelle Hallauer expose son projet. Créer un centre moderne associant soins, radiothérapie, suivi des patients et expérimentation de nouvelles méthodes thérapeutiques. Une vision donc extrêmement novatrice pour l'époque. Quelques jours plus tard, le célèbre Einstein répond. Il soutient clairement l'initiative. Selon lui, un institut privé de lutte contre le cancer répond à un besoin qui est bien réel. L'appui du plus célèbre scientifique du monde représente une reconnaissance considérable et non négligeable. Pour Hallauer, l'avenir semble ouvert, mais l'Allemagne est sur le point d'entrer dans sa période la plus sombre. En janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir. Très rapidement,
Les médecins juifs deviennent des cibles. Les mesures discriminatoires se multiplient. Les patients sont découragés de consulter les praticiens juifs. Les assurances maladies cessent de rembourser leurs actes. Les campagnes de boycott se répandent. La clinique du médecin Hallauer est directement touchée. Les revenus s'effondrent. L'établissement devient malheureusement impossible à maintenir. À la fin de l'année 1933, il doit malheureusement fermer ses portes. Son grand projet de recherche sur le cancer disparaît. Une idée prometteuse, des années de travail anéanties. Mais le pire reste à venir. Comme beaucoup de juifs allemands, Hallauer peine à croire jusqu'où ira le régime. Il reste à Berlin, sans doute attaché à ses valeurs patriotiques et évidemment à sa terre natale. Dans son appartement de Fassenstrasse, il ouvre un petit cabinet destiné aux patients juifs. Mais en janvier 1937, tout bascule une nouvelle fois. L'ancienne clinique du médecin Hallauer étant en vente, un homme se présente comme étant un acheteur potentiel. Hallauer lui parle librement et commet une grosse erreur. Il critique le régime national-socialiste. Malheureusement, l'homme le dénonce immédiatement à la Gestapo. Le médecin Hallauer est arrêté, jugé et condamné à 9 mois de prison. Le jugement révèle toute la brutalité idéologique du système. Les autorités nazies affirment qu'en étant que juif, Hallauer ne bénéficie en Allemagne que d'un simple droit d'invité. L'un des gynécologues les plus réputés de Berlin, ancien officier décoré de la Première Guerre mondiale, scientifique reconnu, réduit à un étranger dans son propre pays pour lequel il a combattu entre 1914 et 1918. Pendant qu'il est emprisonné, son ancienne clinique est saisie. Quelques années plus tard, elle est détruite, son emplacement doit servir au gigantesque projet de Germania, la capitale monumentale rêvée par Hitler et son architecte Albert Speer. Mais la destruction ne s'arrête pas au bâtiment. Les comptes bancaires sont confisqués, les bijoux sont saisis, les biens personnels disparaissent, les bibliothèques sont volées, les assurances annulées. Toute une existence est méthodiquement démantelée. L'objectif n'est pas seulement d'exclure, mais bien d'effacer. En 1940, Hallauer est contraint de quitter Berlin. Il rejoint l'hôpital juif de Breslau, aujourd'hui Wrocław, l'actuelle Pologne. Il n'est plus le directeur d'une clinique réputée, plus le chercheur soutenu par Einstein, simplement un praticien juif toléré temporairement. En juillet 1941, commencent les tristement célèbres déportations. Les convois quittèrent Breslau vers les camps de concentration et d'extermination. Parmi les déportés se trouvent Benno Hallauer et son épouse Lieselotte. Ils disparaissent dans la machine d'extermination nazie et selon les archives disponibles, ils meurent probablement à Auschwitz en 1943, gazés, incinérés et on ne les retrouvera plus jamais. Leur histoire semble terminée et pendant des décennies, leur nom tombe presque dans l'oubli. Aujourd'hui, une partie du Bundestag allemand se dresse sur le terrain où se trouvait autrefois la clinique de Benno Hallauer. L'histoire a continué. Les bâtiments ont changé, mais les générations se sont succédées. Et en 2005, un buste de Benno Hallauer a été installé dans la bibliothèque du Bundestag. Un homme discret, une tentative de réparation. Car l'histoire de Benno Hallauer nous rappelle une vérité essentielle. Quand une dictature persécute des individus, elle ne détruit pas seulement des vies. Elle détruit aussi des idées, des découvertes, des connaissances, des futurs possibles. Et parfois, l'une des missions de l'histoire consiste simplement à redonner un nom à ceux qu'on avait voulu effacer. Et Benno Hallauer était l'un d'eux. C'était donc l'histoire tragique du héros de guerre, du médecin-major Benno Hallauer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like sur cette dernière. Je vous invite aussi, ça c'est très important, à donner vos impressions dans l'espace commentaire. Peut-être me donner également d'autres idées sur des biographies que je pourrais faire sur cette chaîne, qui lient la Première Guerre mondiale à la Deuxième, ou même parfois qui s'inscrit dans l'une ou dans l'autre. Vous pouvez également partager cette vidéo autour de vous pour faire connaître l'histoire de ce médecin-major, ce héros de guerre, Benno Hallauer, qui ne doit jamais tomber dans l'oubli. Et surtout, si ces formats vous plaisent, si ces vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important, ça ne vous coûte rien, ça ne vous prend même pas une seconde et ça nous aide énormément à promouvoir nos créations. En tout cas, moi je vous remercie et je vous dis à très vite.